Lorsqu'on entend parler de radioactivité, c'est souvent compliqué de s'y retrouver. D'une part parce que les informations sont souvent incomplètes, voire carrément fausses, et d'autre part parce qu'il existe souvent plusieurs termes très techniques pour parler de choses qui semblent identiques. Du coup, les médias vont souvent au plus simple. C'est radioactif, c'est donc forcément grave et dangereux. On rajoute un titre putaclic et alarmiste et hop, le job est bouclé. Dans cette vidéo, je ne pourrai pas parler de tout. Je vais donc spécifiquement faire un point sur les unités qu'on utilise pour mesurer la radioactivité. Mon but, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu puisses juger le contenu d'une information que tu lis ou que tu visionnes et estimer par toi-même si l'article t'apprend vraiment quelque chose de pertinent ou s'il manque les informations essentielles, mais aussi si ce que tu apprends représente un vrai danger, et si oui, estimer l'ordre de grandeur de celui-ci. Alors oui, je sais, c'est chiant d'avoir un regard critique sur les news et c'est tellement plus simple de prendre pour argent comptant tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on entend. Mais je trouve personnellement que c'est aussi plus satisfaisant d'avoir deux ou trois armes pour comprendre par soi-même quand on doit vraiment s'inquiéter, ou quand il n'y a aucune raison de le faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère préciser que dans cette vidéo, je ne vais pas dire si le nucléaire est une bonne ou une mauvaise chose. Je vais simplement te rappeler quelques faits assez simples et lister des ordres de grandeur pour les unités, pour que tu aies des notions lorsque tu en entendras parler ultérieurement. Tout d'abord, je dois revenir rapidement sur les bases en expliquant ce qu'est la radioactivité. La radioactivité, c'est quelque chose de naturel. Elle n'a pas été inventée par l'homme. C'est par exemple ce qui va faire briller le soleil. Il y a plusieurs sortes de radioactivité et beaucoup de choses à dire dessus, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Si jamais ça t'intéresse, tu peux aller voir cette vidéo. Pour bien comprendre, prenons un échantillon radioactif qui contient des noyaux tous identiques et donc tous radioactifs. Ici à l'écran j'en ai mis 12, mais dans la réalité il y en aurait probablement plusieurs millions de milliards, voire même encore plus. Pour rappel, chaque gramme de matière que tu as autour de toi contient un nombre hallucinant d'atomes et donc de noyaux. Si on prend un noyau en particulier, on n'a aucun moyen de prévoir quand il va se désintégrer. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est faire une comptabilité statistique. Pour chaque type de noyau, on parle de radionucléides, on sait qu'au bout d'une certaine durée, la moitié des noyaux se seront désintégrés. On parle de demi-vie du radionucléide. Du coup, on ne sait pas si ce noyau en particulier va se désintégrer ou non, mais si on attend une durée égale à la demi-vie, on sait que la moitié des noyaux vont se désintégrer. Et si on attend encore une demi-vie, la moitié des noyaux restants va se désintégrer. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de noyaux, ou quasiment plus de noyaux, dans notre échantillon. Au bout d'une durée égale à 10 demi-vies, le nombre de noyaux radioactifs a été divisé par 2 puissance 10, c'est-à-dire environ 1000. Les demi-vies sont très différentes en fonction des types de noyaux qu'on va rencontrer. On a par exemple 13 heures pour l'iode 123, et 4,5 milliards d'années pour l'uranium 238. Ici, ce que tu peux retenir, c'est que dans la nature, tu as des noyaux stables, mais tu en as aussi d'autres qui vont se désintégrer spontanément, plus ou moins rapidement. Pour commencer, si on cherche à mesurer la radioactivité, on peut simplement mesurer combien de désintégrations on va compter chaque seconde. On parlera alors d'activité. Dans mon exemple, l'activité est de 2 désintégrations par seconde. Et plus le temps passe, moins il y a de noyaux dans mon échantillon. Donc plus l'activité diminue. Si on attend suffisamment longtemps, l'activité deviendra nulle. Pour mesurer l'activité, on utilise principalement le becquerel qui correspond à une désintégration par seconde. Il existe une autre unité qui est, elle, historique, le curie, qui correspond à environ 37 milliards de becquerels. Cependant, on l'utilise pratiquement plus depuis des décennies, il y a donc assez peu de chances de rencontrer autre chose que des becquerels pour parler de l'activité, sauf si on tombe sur un scientifique nostalgique ou un article assez ancien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque gramme de matière qui t'entoure contient un nombre gigantesque de noyaux, dont une faible part s'avère être radioactif naturellement. Tu as donc en continu autour de toi une activité radioactive, tu ne peux rien y faire. C'est même encore pire puisque tu es d'ailleurs toi-même radioactif. Un humain de 70 kg a en moyenne une activité de 8000 becquerels, et une banane environ 15 becquerels. Et c'est important de comprendre que ça n'a rien à voir avec une quelconque pollution humaine. La radioactivité est présente partout autour de nous de manière naturelle. Bref, tu l'as compris, un becquerel, c'est vraiment peu, et ce n'est pas parce que les nombres qu'on t'annonce sont gros qu'ils sont forcément flippants. Ce n'est pas aussi simple que ça. D'ailleurs, l'activité en soi n'est pas une information très pertinente. Une banane a une activité plus faible que celle d'un humain, mais elle est aussi beaucoup moins massive. Un litre d'eau de mer a une activité de 10 becquerels environ. Alors bien sûr, ça dépend de quelle mer on parle, de là où tu l'as prélevé, mais on va dire que l'ordre de grandeur c'est 10 becquerels pour un litre. Mais si tu remplis une piscine olympique d'eau de mer, tu auras environ 25 millions de becquerels. Ça a l'air tout de suite plus impressionnant. Pourtant, on parle toujours de la même eau. Pour pouvoir comparer des activités, le mieux est encore de les comparer à masse égale ou à volume égal par exemple. Si on cherche à comparer l'activité de la banane et d'un humain, on peut diviser par la masse et on obtiendra une activité en becquerels par kilo. Pour notre banane, on a ainsi une activité de 120 becquerels par kilo, et pour un humain de 114 becquerels par kilo. Tu vois finalement que les deux ont une activité massique très proche. Pour un liquide, on peut diviser par le volume pour avoir l'activité par litre par exemple. L'eau de mer a une activité volumique de 10 becquerels par litre.
C'est très important de ramener les activités à une unité de masse ou de volume par exemple, pour pouvoir comparer les choses entre elles et avoir un bon ordre de grandeur. L'activité en elle-même n'est donc pas suffisante pour comprendre les effets d'un échantillon radioactif sur la santé. Pour qu'il y ait un effet sur ton corps, il faut qu'il y ait un contact d'une manière ou d'une autre entre la source de radioactivité et ton corps. Prenons par exemple une source d'eau contaminée. Ici, l'activité exacte de l'eau de la piscine n'a pas d'importance pour la compréhension, même si forcément, dans un cas réel, c'est indispensable de la connaître pour estimer les effets sur la santé. La première personne, elle est soit très loin, soit séparée de la source par un obstacle suffisamment épais. La deuxième personne, elle est en contact direct avec l'eau, par exemple elle se baigne, ou alors elle est sur le pourtour de la piscine. La troisième personne, elle, boit directement l'eau. Arrivé ici, on peut avoir l'intuition que les trois personnes ne vont pas subir les mêmes conséquences, alors même qu'elles sont toutes exposées à la même source de radioactivité. La dose absorbée, elle sert à rendre compte de cette différence. Ici, on mesure la quantité d'énergie qui est cédée par la source de radioactivité à l'organisme. La dose va donc être unique pour une personne, et ce n'est en général pas simple d'avoir une valeur précise. Il peut y avoir de légères différences de mesure. Si on est loin de la source ou bien isolé, il n'y a pas de dose absorbée. Ou alors il s'agit de valeurs négligeables. Si on est exposé en externe, il peut y avoir des dommages sur le corps humain, la dose absorbée est alors non nulle. Par contre, si on ingère des radionucléides, les organes peuvent être touchés directement sans la barrière protectrice que forme la peau. La dose absorbée peut alors être élevée. Lorsqu'on parle de radioactivité artificielle, dans une centrale par exemple, les activités radioactives en jeu sont gigantesques. Mais on fait tout ce qui est possible pour qu'il n'y ait aucun contact avec qui que ce soit. On dit que l'on confine. Pour mesurer la dose absorbée, on utilise le Gray qui vaut 1 joule par kilo. Et si tu parles à un américain, il risque de te parler en rad qui vaut 0,01 Gray. Je ne vais pas m'attarder à te donner des exemples de doses absorbées, car en général, on est sur la première étape qui permet de calculer une autre dose qui donne des informations plus précises sur les dégâts que peut subir ton corps humain. C'est donc assez rare qu'on utilise le Gray pour exprimer un effet sur la santé. Alors on pourrait se dire qu'on a suffisamment d'infos pour estimer les effets sur la santé d'un échantillon radioactif, mais ça serait être assez naïf. Il n'y a en fait pas une seule sorte de radioactivité, mais plusieurs. On peut par exemple classer les types de radioactivité en fonction des particules qui sont émises lors de la désintégration de l'échantillon. Si tu veux plus de détails, je te renvoie à la même vidéo que précédemment. Je te mets le lien en description. Imagine la différence entre recevoir un boulet de canon, une fléchette ou une balle de fusil. On a quand même bien l'intuition que notre corps ne va pas réagir de la même manière, même si on les reçoit avec la même énergie. La fléchette, elle va te transpercer, mais avec un peu de chance, les dégâts seront assez localisés. Le boulet de canon, lui, il va complètement te pulvériser. Alors l'analogie, elle est bien sûr pas parfaite, mais tu as saisi l'idée. En fonction du type de particules, les effets ne seront pas les mêmes. Si on prend en compte les effets du type de particules reçues, on parle alors de doses équivalentes. Pour l'obtenir, on part de la dose absorbée, et on multiplie la valeur obtenue par un coefficient qui varie de 1 à 20 pour obtenir la dose équivalente. Alors dans le tableau, il y a deux colonnes car il s'agit de valeurs empiriques, c'est-à-dire qu'on a obtenu avec les retours d'expérience. Les valeurs ont donc légèrement évolué dans le temps. Dans la pratique, on prendra plutôt les valeurs de la deuxième colonne. C'est possible qu'un jour ça évolue encore, mais c'est plutôt un détail à notre niveau, tu ne vas a priori pas t'amuser à réaliser les calculs toi-même. Et les chiffres qu'on va t'annoncer tiendront d'ailleurs déjà compte de ce calcul. Ainsi, si tu es exposé à une dose absorbée de 1 Gray par des photons, un rayonnement gamma, on aura une dose équivalente 20 fois plus faible que si on est exposé à une dose absorbée de 1 Gray par des particules alpha, autrement dit un noyau d'hélium. On va exprimer la dose équivalente en sievert, ce qui correspond à 1 Gray pour du rayonnement gamma, ou encore en REM, surtout si tu parles à un américain. Comme 1 sievert est une unité assez grande, on utilise souvent un sous-multiple, en général le millisievert, noté MSV. L'exposition naturelle en France, elle varie de 0,3 à 1,1 millisieverts par an en fonction de là où tu te situes. Pour avoir un bon ordre de grandeur, si tu passes une radio du poumon, tu vas recevoir une dose de l'ordre de 0,1 millisieverts. Pour information et pour être complet, dans l'espace, l'atmosphère ne nous protège plus des rayons cosmiques. Ainsi, Thomas Pesquet a en gros reçu 200 millisieverts pour 6 mois dans l'espace, soit 600 fois plus que toi sur une année au niveau du sol. On doit également prendre en compte un dernier paramètre pour estimer les effets sur la santé. Quel organe va être touché? Si tu reprends l'analogie de tout à l'heure, si une flèche elle te transperce la main, c'est pas la même chose que si la même flèche elle te transperce le cœur. Avec la radioactivité, c'est grosso modo la même chose. En effet, dans notre corps, nos organes et nos tissus n'ont pas tous la même sensibilité au rayonnement ionisant. Ainsi, notre moelle osseuse est plus sensible que la peau ou le cerveau par exemple. On multipliera alors la dose équivalente par un coefficient pour obtenir la dose efficace. Il y a encore une fois deux colonnes de nombres différents, les valeurs les plus actuelles sont dans la deuxième colonne et correspondent aux valeurs les plus à jour qui font consensus. On va utiliser les mêmes unités pour parler de la dose efficace que pour les doses équivalentes. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'il faut être assez attentif pour comprendre vraiment de quoi on parle lorsqu'on lit un article
sur le sujet. C'est en général d'ailleurs assez mal précisé. En France, l'exposition à la radioactivité est carrément limitée par la loi dans le code de la santé publique à 1 mSv par an pour le corps entier, hors radioactivité naturelle et médecine. Cette limite de 1 mSv par an, elle est à comparer aux doses que l'on reçoit naturellement, environ 2,4 mSv par an. Et aux doses de la médecine. Un scanner, ça va fournir une dose d'environ 10 mSv en une seule fois donc. Comme souvent, on adopte ici une approche prudente en fixant des limites qui sont basses et surtout bien en deçà des seuils à partir desquels on constate des effets sur la santé. Il n'a ainsi pas été démontré à l'heure actuelle qu'il y ait un effet sur la santé lorsqu'on reçoit une dose efficace de moins de 100 mSv. Les travailleurs les plus exposés, ceux qui travaillent dans le nucléaire typiquement, ont d'ailleurs une limite qui est fixée à 20 mSv par an. Cette limite, qui est plus élevée que la limite réglementaire pour le reste de la population, reste quand même bien inférieure au seuil à partir desquels on peut constater des effets sur la santé. On a une limite, on fait tout pour ne pas la dépasser, c'est d'ailleurs écrit dans la loi, mais cette limite est elle-même fixée en dessous des limites à partir desquelles il y a des effets, pour que même si jamais il y a un dépassement qui est constaté de cette limite, on ait encore de la marge avant de pouvoir dire qu'il y a eu un problème sur la santé. Cette vidéo elle est maintenant terminée, j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde. Je rappelle que le but de cette vidéo, ce n'est pas de dire si le nucléaire c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais simplement de donner les armes au plus grand monde pour comprendre de quoi on parle, et de ne pas se laisser inquiéter simplement en lisant les mots radioactivité ou contamination.